Oubliez les statues de marbre et les belles harangues du Sénat. Aujourd'hui, nous nous rendons là où la grandeur de Rome s'est fracassée contre le sable brûlant de l'Afrique. Vous ne verrez pas Caius Iulius Caesar en empereur, mais en bête traquée. Imaginez la situation. Plus d'eau, plus de vivres, et face à vous, une armée 16 fois supérieure à la vôtre. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas la soif qui pousse les hommes à mâcher des algues gorgées de sel et à boire l'imbuvable. Le plus terrifiant, c'est de voir dans votre ligne de mire le visage de votre meilleur ami, l'homme qui connaît tous vos secrets et qui est venu pour vous anéantir. Dans ce récit, nous analyserons la bataille qui, selon toutes les lois mathématiques, aurait dû devenir le tombeau de César. Vous découvrirez pourquoi les légionnaires romains, ces hommes de fer et de discipline, se sont transformés en bouchers incontrôlables que même leur général ne pouvait arrêter. Nous parlerons des chars d'assaut du monde antique qui ont écrasé leur propre maître et d'une anomalie statistique, 50 morts contre 10 000 ennemis tués, un chiffre à peine croyable. Restez jusqu'à la fin pour assister au moment où la bonne vieille République a définitivement rendu l'âme, noyée dans le sang, laissant place à la naissance d'un empire bâti sur une folie pure et distillée. Bienvenue en enfer, bienvenue à Ruspina. Imaginez que vous êtes sur la rive. Le sable crisse sous vos dents, mais vous n'osez pas cracher, car votre bouche est si sèche que votre langue ressemble à du papier de verre. L'eau salée brûle les gerçures de vos lèvres. Mais vous ne regardez pas la mer. Vous regardez l'horizon du désert qui commence à vibrer. Et à cet instant, vous comprenez une chose simple et glaçante. Aujourd'hui, la mathématique de la guerre a décidé de vous tuer. Ici, pas de place pour les poses héroïques des statues de marbre. Oubliez les triomphes. C'est l'Afrique. Nous sommes en janvier 46 avant notre ère, et ce qui devait être une promenade militaire rapide et victorieuse s'est transformé en catastrophe avant même le premier coup d'épée. Regardez l'homme qui se tient près de vous. Caius Julius César. Un nom qui fait trembler la moitié du monde. Mais ici, sur cette plage maudite, les titres ne valent rien. La tempête qui a éclaté quelques jours plus tôt se moquait bien des grades. Les éléments ont dispersé la flotte du conquérant comme des copeaux dans un caniveau. Où sont ces célèbres légions? Où sont les vétérans qui ont traversé la Gaule? Ils ne sont pas là. Ils errent quelque part en mer, luttant contre les vagues, ou nourrissent les poissons au fond de la Méditerranée. César a débarqué en Afrique avec une poignée d'hommes pathétiques. 3000 fantassins et 150 cavaliers. Réfléchissez à ces chiffres. Ce n'est pas une armée d'invasion, c'est une patrouille renforcée qui a débarqué sur un continent grouillant d'ennemis. Il n'y a pas de provisions, pas de fourrage. L'eau suffit à peine à mouiller les gorges. Les villes locales ferment leurs portes et les garnisons ennemies occupent chaque point fortifié. Qu'auriez-vous fait à sa place? Vous barricadez sur la plage? Commencez à construire des radeaux pour fuir? Tout général raisonnable aurait agi ainsi. Mais César fait ce qui distingue le fou du génie. Il avance. Il décide que la meilleure défense, c'est l'audace. Il bluffe, espérant que sa seule réputation remplacera ses légions manquantes. En ce mois de janvier 46, alors que le soleil d'hiver africain brûle plus fort que l'été en Gaule, l'air tremble de chaleur. César prend avec lui seulement 30 cohortes, c'est-à-dire un peu plus de 1000 hommes, et part en reconnaissance. L'objectif est simple, trouver de la nourriture. Trouver n'importe quoi pour nourrir des hommes qui ont déjà commencé à faire bouillir de l'herbe et à ranger leurs lanières de cuir. Ce n'est pas une marche de conquérant, c'est un raid de désespoir. Il s'éloigne du camp de seulement 3000. Le terrain ici est trompeur. La plaine semble infinie et vide, parfaitement plate,
comme une table de jeu de dés où les dieux décident du sort des empires. Le silence. Un silence vibrant, tendu, qui fait suer les paumes des centurions expérimentés. Et soudain, l'horizon commence à changer. D'abord, cela ressemble à un nuage bas. Une tempête de poussière. Dans ces contrées, elles surgissent soudainement, arrachant la peau du visage. Les soldats plissent les yeux, se protégeant du soleil avec la main. Mais ce nuage ne suit pas le vent. Il avance droit sur eux. Le sol sous leurs pieds commence à trembler légèrement. Ce son est inimitable. Le grondement de milliers de sabots. Rythmique, croissant, semblable au battement de cœur d'une bête gigantesque qui a senti le sang. Du nuage de poussière commencent à émerger des silhouettes. D'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Ce n'est pas juste une avant-garde, c'est une avalanche. Les éclaireurs font leur rapport à César et leurs mots sonnent comme une sentence. Face à eux, il y a 16 000 hommes. 16 000 contre 1000. Un rapport de 16 contre 1. Dans n'importe quelle école militaire, on vous dira qu'avec une telle disproportion, la bataille est impossible. Seule la boucherie est possible. Imaginez cet instant. Vous êtes dans une ligne clairsemée. Votre bouclier semble fait de papier. Autour de vous, une plaine ouverte. Pas une colline, pas un ravin, pas même un buisson pour se cacher. Nulle part où fuir. Le camp est à 3000 et la cavalerie vous rattrapera avant que vous n'ayez pu prendre 100 respirations. La mer est loin derrière. Vous êtes pris au piège. Vous êtes dans la paume de la mort et elle referme déjà ses doigts. L'ennemi ne se presse pas. Pourquoi se presser quand la proie est venue d'elle-même se jeter dans la gueule du loup? Il se déploie sur un large front, enveloppant les Romains par les flancs. Ce ne sont pas des barbares qui attaquent en foule désordonnée. C'est une immense machine de destruction disciplinée. La cavalerie numide, la meilleure cavalerie légère du monde antique. Ils naissent en selle et meurent en selle. Pour eux, l'infanterie romaine, lourde, pataude, bardée de fer, n'est qu'une cible de tir. L'atmosphère change instantanément. Au lieu de la chaleur, les soldats ressentent le froid glacial de la peur. Les vétérans qui ont traversé l'enfer d'Alésia et de Pharsale avec César échangent des regards. Dans leurs yeux, on lit la même question. Est-ce vraiment la fin? Avons-nous parcouru la moitié du monde pour mourir ici, dans la poussière, piétinés par des chevaux, sans même avoir eu le temps de dégainer nos épées? 16 000 cavaliers et fantassins se mettent en ordre de bataille. L'éclat des armes aveugle. La poussière soulevée par des milliers de pieds obstrue les narines, se mêlant à l'odeur de sueur et de vin bon marché que les soldats ont bu avant de partir pour se donner du courage. Maintenant, cette ivresse s'est dissipée, ne laissant que la nausée. César voit les pinces se refermer. Il comprend que sa tactique de reconnaissance offensive s'est transformée en suicide tactique. Il a emmené ses hommes en promenade, droit dans la gueule du lion. Une erreur. Une erreur monstrueuse, impardonnable, que l'on paie généralement de sa tête. Mais au lieu de céder à la panique, il scrute les rangs adverses. Il cherche le commandant du regard. Qui a pu amener une armée si immense, si silencieusement, avec autant de compétences? Qui savait que César passerait précisément par là? Qui a tendu ce piège avec une précision aussi diabolique? Le vent déchire une seconde le rideau de poussière, et au centre de la formation ennemie, une silhouette familière apparaît. Un manteau pourpre, une armure romaine, polie jusqu'à l'éclat. Une assiette à cheval que César reconnaîtrait entre mille. Ce n'est pas le roi numide, ce n'est pas un chef local.
L'homme qui a amené cette armada pour détruire César sait tout de la tactique romaine, car il a lui-même écrit les manuels à ce sujet. Il sait comment respire une légion, comment pense un centurion, et de quoi a peur une nouvelle recrue. La poussière retombe, et sur l'étendard de l'ennemi, on peut distinguer des symboles familiers. Ce n'est pas juste un ennemi, c'est un fantôme du passé, revenu pour réclamer sa dette. Un homme dont le nom était autrefois prononcé dans le même souffle que celui de César. Un homme qui fut son bras droit, son ombre, son meilleur ami, Titus Labienus. Titus Labienus. Ce nom parcourt les rangs césariens plus vite que la fièvre du désert et frappe bien plus fort. Si vous pensez que le pire à la guerre est de voir un monstre, vous vous trompez. Le pire est de voir dans votre viseur le visage d'un homme à qui vous confiez vos arrières hier encore. Labienus n'est pas simplement le général ennemi. Pendant 10 ans, il a été l'ombre de César, son bras droit, son meilleur ami et compagnon de beuverie dans les tentes froides de la Gaule. Pendant que César rédigeait ses célèbres commentaires et récoltait les lauriers à Rome, c'est Labienus qui pataugeait dans la boue, dressait les légions et gagnait pour lui des batailles quand la situation semblait désespérée. Il connaît ce mécanisme de l'intérieur, car il l'a assemblé pièce par pièce. Et maintenant, le Créateur est venu briser sa création. Regardez-le. Il ne se cache pas à l'arrière, comme le font les politiciens lâches qui enfilent une armure pour un triomphe. Il caracole devant les lignes à portée de jets de pierre, sans casque. Son visage, buriné et dur, est déformé par un rictus de mépris. Il veut qu'on le voie. Il veut que chaque soldat de l'armée de César, de la recrue inexpérimentée au vétéran aux cheveux gris, le regarde dans les yeux et comprenne. Papa est rentré à la maison, et il est très en colère. Ce n'est pas une bataille d'armée, c'est une querelle de famille, où les arguments sont des javelots et des glaives. Labienus s'approche. Sa voix, habituée à couvrir le bruit de la bataille, résonne de manière effrayante dans ce silence ouaté. Il ne donne pas d'ordre à ses numides. Il s'adresse aux soldats de César. Imaginez ce surréalisme. Le général ennemi passe en revue vos rangs, lâchant des commentaires acerbes sur votre équipement rouillé et vos visages émaciés. « Qui es-tu, soldat ?» crie-t-il, en pointant du doigt un légionnaire au 2e rang. Le garçon tremble, mais essaie de garder contenance. « Je suis un vétéran de la 10e Légion !» hurle-t-il en réponse. La 10e Légion, la légende, les favoris de César. Un nom qui devrait inspirer la crainte. Mais Labienus renverse la tête et éclate de rire. Un rire sec et aboyant, comme la toux d'un chacal. « Toi, un vétéran de la 10e ?» demande-t-il. Et il y a tant de venin dans sa voix qu'on pourrait en empoisonner un puits. Depuis quand les vétérans de César ressemblent-ils à des va-nu-pieds? Ta tunique est en lambeaux, ton casque est cabossé, tu es épuisé. Tu n'es pas un vétéran. Tu es une recrue qu'on a entraînée par la ruse à l'abattoir. C'est un coup bas. Labienus frappe là où ça fait le plus mal, dans l'orgueil. Il sait que l'armée de César n'est plus qu'un ramassis hétéroclite, rescapé d'un naufrage, affamé et fatigué. Il sait que ces vétérans ne sont que l'ombre des hommes de fer qu'il a jadis menés au combat. Et méthodiquement, avec un plaisir sadique, il leur met le nez dans cette vérité. Il les déshabille avec des mots, les privant de leur aura héroïque, les laissant nus et pitoyables face à la mort. Le soldat qui l'a humilié craque, ses nerfs lâchent. Il sort des rangs en courant, serrant son pilum. « Je vais te prouver qui je suis !» hurle-t-il, en lançant sa lourde lance vers son ancien commandant. Un jet de désespoir.
un jet de haine. Labienus ne tressaille même pas. Il incline paresseusement le buste, laissant le fer mortel passer à un pouce de son épaule et tuer le cheval sous lui. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maîtrise. Il connaît le timing du lancer mieux que celui qui a lancé. « Mauvais, soldat, très mauvais », dit Labienus, en montant sur un cheval frais que son aide de camp lui amène immédiatement. « César a oublié comment vous dresser. Permettez-moi maintenant de vous montrer comment on fait la guerre pour de vrai. » À ce moment, vous comprenez que Labienus n'est pas juste un traître. Il est votre pire cauchemar. Il connaît tous les mots de passe. Il connaît tous les signaux du clairon. Il sait que César aime attaquer par le flanc droit, et il sait comment contrer cela. Il sait que l'infanterie romaine est un char d'assaut redoutable en attaque frontale, mais impuissant si on lui brise les chenilles. Et il n'a pas l'intention de vous attaquer de front. Labienus n'a pas amené avec lui une simple foule de cavaliers. Il a amené une nouvelle tactique, spécialement conçue pour détruire les légions. Regardez sa formation. Il n'y a pas de bloc compact d'infanterie dans lesquels il est si commode de s'enfoncer avec un bouclier. Sa ligne est une substance vivante, fluide. La cavalerie numide est mélangée à de l'infanterie légère. Les cavaliers s'approchent, lancent leurs javelots et s'écartent, tandis que les fantassins couvrent leur retraite en criblant les Romains de pierre avec leurs frondes. C'est l'accordéon de la mort. Contraction, frappe, décontraction, repli. Pour César, c'est une catastrophe. Ces légions sont un marteau. Elles ont besoin d'une enclume pour briser l'ennemi. Mais Labienus ne lui donne pas l'enclume. Il propose de frapper l'eau avec un marteau. Chaque coup de César se perdra dans le vide, épuisant ses forces, pendant que ses hommes seront méthodiquement transformés, à distance, en porc-épics hérissés de flèches. Parmi les soldats, un murmure poisseux commence à se répandre. Il a vendu son âme. On dit que Labienus a juré aux dieux barbares de ne pas remettre son épée au fourreau avant d'avoir vu la tête de César au bout d'une pique. À Rome, on appellerait cela des divergences politiques. Ici, sur le sable brûlant de l'Afrique, cela ressemble à une vendetta. Labienus regarde César à travers les 200 mètres de vide qui les séparent. Deux titans, deux anciens frères. L'un dans la pourpre, l'autre dans la poussière. La tension est palpable dans l'air, dense comme avant un orage. Vous sentez le temps ralentir. On entend au loin le cri d'un vautour, anticipant déjà le festin. Labienus lève la main. Ce n'est pas un salut, c'est le signal. 16 000 gorges poussent un cri unique qui semble fissurer le ciel. La terre tremble. L'ironie prend fin. La boucherie commence. Labienus, l'homme qui a appris à ses légions à survivre, donne l'ordre de leur extermination. Il ne veut pas faire de prisonniers. Les prisonniers sont des bouches inutiles. Il lui faut des cadavres. Beaucoup de cadavres. Pour en faire un monument à sa haine. La première vague de Numides s'élance. Ils ne galopent pas droit sur les lances. Ils commencent à tourner, créant un carrousel mortel autour de la petite troupe de César. La poussière s'élève comme un mur, cachant le soleil. Le monde rétrécit aux dimensions de votre bouclier. Et dans cet enfer crépusculaire, vous n'entendez qu'une chose. Le sifflement de milliers de javelots qui descendent déjà pour trouver les failles de vos armures. La mathématique de la guerre a pris ses droits et elle n'est pas de votre côté. La leçon a commencé. Le ciel s'assombrit. Ce n'est ni une métaphore ni une figure de style. En un instant, l'azur au-dessus des têtes disparaît, masqué par des milliers de javelots, de lances et de pierres. On entend un son semblable à l'expiration brutale d'une bête géante, puis un claquement.
Un claquement terrible, rythmé, du fer contre le bois, du cuir contre l'os, de la pierre contre le métal. La première salve des Numides recouvre la formation romaine comme une vague recouvre les galets sur le rivage. L'instinct prend le dessus sur la raison. « Tortue !» hurlent les centurions en se cassant la voix. Les boucliers se joignent au-dessus des têtes. La célèbre tortue romaine, symbole de l'invincibilité de la Légion, un char vivant capable d'approcher n'importe quel mur. Les manuels de tactique disent que c'est la protection idéale. Mais les manuels sont écrits dans les bibliothèques fraîches de Rome, alors qu'ici, dans l'enfer de l'Afrique du Nord, les règles changent. Ici, la tortue ne se transforme pas en char, mais en cercueil. Imaginez que vous tenez un scutum, un lourd bouclier incurvé, renforcé de bronze et de fer. Il pèse environ 10 kg. Au début, cela semble supportable. Mais tenez-le 1 minute, 5, 10. Les muscles de l'épaule commencent à brûler. Le bras s'engourdit. Et maintenant, imaginez qu'on frappe sans arrêt sur ce bouclier avec un marteau. Un coup, encore un coup. Des éclats volent au visage. La pointe d'un javelot traverse le bois de part en part et se fiche à 1 pouce de votre nez, vibrant sous l'impact. Vous ne voyez pas l'ennemi. Vous ne voyez que les dos couverts de poussière de vos camarades et les planches de votre propre bouclier. Vous n'entendez que le sifflement de la mort qui vole et les coups sourds quand une pierre trouve sa cible, un casque ou un tibia non protégé. Quelqu'un crie à côté et tombe, brisant la ligne. Les boucliers s'écartent. Une dizaine de flèches s'engouffrent aussitôt dans la brèche. Les hommes tombent en silence, économisant leur souffle, ou hurlent comme des animaux. Ce n'est pas un combat, c'est une exécution. La tactique traditionnelle de Rome est de se rapprocher et de détruire. Venir à portée d'épée, regarder l'ennemi dans les yeux et planter le glaive dans le ventre. En cela, les Romains n'ont pas d'ego. Mais Labienus, ce maudit génie, le sait mieux que quiconque. Il ne donne pas aux légionnaires ce qu'ils désirent tant, le corps à corps. Dès qu'une cohorte tente de faire un pas en avant pour riposter, les Numides bondissent en arrière. Ils se dispersent comme du mercure. Leurs chevaux sont incroyablement manœuvrables. Ils pivotent sur place plus vite qu'un fantassin n'a le temps d'armer son coup. Les Romains frappent dans le vide, perdent leur formation, s'ouvrent et reçoivent aussitôt une nouvelle salve dans le dos et les flancs. La chaleur devient insupportable. Le soleil est au zénith et l'air brûlant reste coincé dans les poumons. Le cerveau cuit sous le casque. La sueur inonde les yeux, âcre et salée. Elle pique tant qu'il est impossible de cligner des paupières. L'humidité s'évapore instantanément. Dans la bouche, un goût de cuivre et de poussière. La soif torture plus que la peur de la mort. La langue enfle, colle au palais. La gorge brûle. Chaque inspiration est un effort, comme si vous respiriez à travers un tissu épais. Les odeurs de la guerre vous submergent. Ce n'est pas l'odeur de la gloire. C'est la puanteur des corps sales, de la vieille sueur, du cuir bon marché, du crottin de cheval et du sang frais et chaud qui sent le fer. Certains vomissent de surmenage et de coups de chaleur directement sur leurs pieds. D'autres surinent dessus, car le corps n'obéit plus aux ordres de la raison. Il n'y a pas de place pour la honte ici. Il ne reste que la terreur animale et le désir que cela cesse. Les légionnaires commencent à comprendre qu'ils sont des cibles de foire. On les tue impunément, méthodiquement, cyniquement. Labienus joue avec eux. Il ne lance pas toute la masse de ses troupes d'un coup pour les écraser. Non, il fait durer le plaisir. Il les épuise. Il veut qu'ils fatiguent à force de tenir les boucliers, qu'ils deviennent fous de chaleur et d'impuissance. « Tenez la ligne, fils de chien !»
hurle le centurion primipile, essayant de maintenir la ligne qui se disloque. Son visage est noir de poussière. Du sang coule de son arcade sourcilière fendue, se mêlant à la boue. Mais même dans sa voix, on entend des notes de désespoir. Il comprend. S'ils restent simplement là, ils mourront. S'ils fuient, ils mourront encore plus vite. Les cavaliers numides s'approchent tout près, à portée de crachats. Ils ululent, montrent les dents, crient quelque chose dans leur dialecte guttural. Ils voient la peur dans les yeux des Romains et s'en délectent. Un fantassin léger ennemi accourt, lance une pierre avec sa fronde droit au visage d'un légionnaire du premier rang et s'enfuit en riant. Le Romain tombe, son visage transformé en masque sanglant. Un autre prend sa place, enjambant le corps de son camarade, mais il n'y a plus d'assurance dans ses mouvements. La cassure psychologique ne se produit pas tout de suite. C'est comme une fissure dans un barrage. D'abord une fine toile de doute. Pourquoi César ne dit-il rien? Où sont les renforts? Nous allons tous crever ici. Plus cette fissure grandit sous la pression de la terreur. Les recrues commencent à regarder autour d'elles. Un regard en arrière est le premier pas vers la fuite. Ils cherchent une issue des yeux, mais il n'y en a pas. Autour, seulement une mer de têtes ennemies, une forêt de lances et des nuages de poussière où scintillent les ombres des cavaliers. Un murmure rampe parmi les soldats, venimeux et contagieux. On se souvient des vieux présages. On se rappelle comment, lors du débarquement, César a trébuché et est tombé face contre terre dans le sable. Il s'en était sorti en criant « Je te tiens, Afrique !» Tout le monde avait ri de sa vivacité d'esprit. Maintenant, cela ne semble plus drôle. Maintenant, cela ressemble à un signe. Les dieux se sont détournés. La fortune, cette fille volage, s'est trouvé un nouveau favori. Et il s'appelle Titus Labienus. Le temps s'étire. 1 heure a passé, 2, une éternité. Le soleil rampe dans le ciel si lentement qu'il semble vouloir examiner chaque détail du massacre. Les bras tremblent de fatigue. Les jambes deviennent lourdes comme du plomb. Les boucliers, tenus droits au début du combat, pendent maintenant, exposant les têtes et les épaules. Et chaque fois qu'un bouclier s'abaisse, une pierre ou un javelot y atterrit. Il n'y a nulle part où mettre les blessés. On les traîne au centre de la formation, mais là, il n'y a pas de médecin, pas d'eau, pas d'ombre. Ils gisent dans la poussière, sous les pieds de leurs camarades, et leurs gémissements se fondent dans le grondement de la bataille. Certains demandent qu'on les achève, d'autres appellent leur mère. Certains râlent simplement, s'étouffant avec leur sang. Les valides essaient de ne pas regarder en bas. La vue des ventres ouverts et des os brisés démoralise mieux que n'importe quel discours du général ennemi. César est quelque part au centre. Il voit tout. Il voit son infanterie célèbre, celle qui a conquis la Gaule, se transformer en troupeau terrorisé. Il voit la discipline fondre. Les schémas standards ne fonctionnent pas. La défense mène à la défaite. Tenter d'attaquer mène à la défaite. Labienus l'a mis en Zugzwang, une position où chaque coup entraîne une détérioration de la situation. Et l'ennemi continue de resserrer l'étau. Ils approchent de plus en plus près. Les javelots tombent de plus en plus drus. Les Romains ne peuvent plus manœuvrer. Ils sont tassés en un tas compact, comme des moutons avant l'orage. Les hommes s'écrasent les uns les autres. On est à l'étroit, on manque d'air. La panique, froide et poisseuse, commence à monter du ventre à la gorge. À ce moment, quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir, quand les vétérans font déjà mentalement leurs adieux à la vie et que les recrues pleurent d'impuissance,
il se passe quelque chose d'étrange. Le grondement de la bataille change. Le vent n'apporte pas seulement du sable, Mais un nouveau son. Le son d'une trompette. Mais ce n'est pas le signal de la retraite. C'est un signal que personne n'attendait. Un signal qui contredit le bon sens. César retire son casque pour que tout le monde voie son visage. Ses yeux sont froids comme la glace, mais il n'y a pas de peur dedans. Il y brûle le feu fou d'un joueur qui vient d'inventer comment tromper le casino, même si les cartes sont biseautées. Il lève la main et un ordre parcourt les rangs, transmis par les centurions. Un ordre si absurde, si suicidaire, que les soldats se figent une seconde, n'en croyant pas leurs oreilles. Ils pensent avoir mal entendu, ou que leur général est finalement devenu fou à cause de la chaleur. Mais l'ordre est répété, plus fort, plus durement. Ce n'est pas une demande, c'est la volonté du commandant. Et cette volonté exige de faire l'impossible, briser la formation pour survivre. Avez-vous déjà entendu le terme « paradoxe du survivant » ? D'habitude, nous écoutons les histoires de ceux qui sont revenus. Mais là, tout de suite, dans cette plaine, l'histoire est écrite par ceux qui devraient déjà être morts. La logique de la guerre dit « si tu es encerclé par des forces supérieures, tu te contractes. Tu te mets en cercle, tu te hérisses de lances et tu espères vendre ta vie le plus cher possible. » C'est l'instinct. C'est ce que fait le lièvre quand il voit les loups. Mais César n'est pas un lièvre. Et il décide que si les règles du jeu mènent à la défaite, alors au diable les règles. L'ordre transmis par les centurions sonne comme un délire de fou. Au lieu de resserrer les rangs et de se couvrir de boucliers, César commande « Ouvrez les rangs !» Il ordonne d'étirer la ligne, de la rendre plus fine, si fine qu'elle en paraît transparente. Il prend ses misérables 30 cohortes et les étire en un fil infini, essayant d'embrasser l'horizon. C'est une violation de toutes les bases de la science militaire. Une ligne fine est percée d'un seul coup de cavalerie lourde. C'est un suicide. C'est comme essayer d'arrêter une inondation avec une feuille de papier. Les vétérans regardent leur commandant avec horreur. Ils comprennent ce qu'ils font. Ils renoncent volontairement à la densité, à l'épaule du camarade, à cette masse même qui donne sa force à l'infanterie. Mais César a son propre calcul. Il se fiche de la densité. Il a besoin de largeur. Il a besoin que ses flancs cessent de pendre dans le vide. Il joue son va-tout. Et là résonne la deuxième partie de l'ordre qui glace le sang. Une cohorte sur 2, demi-tour. Imaginez cette chorégraphie de la mort sous une grêle de flèches. Les soldats, disposés en quinconce, se retournent. Maintenant, l'armée de César n'a plus d'arrière. La notion de dos disparaît. Il y a 2 fronts. L'un regarde vers le nord, l'autre vers le sud. Ils se tiennent dos à dos, séparés par un pas de vide. Ce n'est plus une armée, c'est un brise-lames vivant, coupant la mer d'ennemis en 2. Titus Labienus, observant cela depuis une colline, doit être perplexe. Il s'attendait à ce que la victime se mette en boule. Et la victime est soudain devenue plus grande. La victime s'est dédoublée. La ligne romaine, au lieu de s'effondrer, est devenue longue et dangereuse, comme le fil d'un rasoir. Mais rester en défense signifie mourir quand même, juste plus lentement. César le sait, l'initiative, c'est l'oxygène. Si tu n'attaques pas, tu étouffes. Et il fait ce que personne de sain d'esprit n'aurait fait. Il ordonne à l'infanterie lourde de charger la cavalerie légère. Réfléchissez à l'absurdité de la situation. Un fantassin pèse près de 100 kilos avec tout son équipement. Il court à la vitesse d'une tortue. Un cavalier numide vole comme le vent. Essayer de rattraper un cheval sur ses 2 jambes, c'est comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains. C'est ridicule. C'est stupide.
Mais c'est précisément là-dessus que compte César, sur le fait que c'est impossible. « Signa in ferre ! En avant les étendards !» rugit la trompette. Et ce millier d'hommes épuisés, saignants, mourant de soif, fait un pas en avant. Pas en arrière, vers le camp salvateur, mais en avant, droit dans le nuage de poussière où se cache la mort. L'adrénaline est une chose terrible. Elle brûle la fatigue. La peur se transforme en rage. Les soldats comprennent. C'est leur seule chance. S'ils ne bougent pas, on les abattra comme des perdrix. Ils doivent se rapprocher. Ils ont besoin de sentir la chair de l'ennemi au bout de l'épée pour se sentir de nouveau vivants. La ligne bouge. D'abord au pas, puis plus vite. Les boucliers ne pendent plus comme des chiffons. Ils sont pressés contre le corps. Les pilums, de lourds javelots conçus pour percer les boucliers, sont maintenant utilisés comme des pics contre la cavalerie. C'est une rupture psychologique. Les Numides, qui depuis 3 heures tiraient impunément sur des cibles immobiles, voient soudain que les cibles leur courent dessus. Et dans les yeux de ces cibles, il n'y a pas de demande de grâce. Il n'y a que la fureur blanche et froide des condamnés. Les chevaux sont des animaux intelligents. Ils n'aiment pas courir vers un mur de lance, même si le cavalier éperonne leurs flancs. Les animaux sentent le changement d'atmosphère plus vite que les hommes. Ils commencent à s'ébrouer et à reculer. Le carrousel bien ordonné de Labienus perd son rythme. L'ennemi s'attendait à ce que les Romains se défendent. Personne ne s'attendait à ce qu'un rat acculé se jette sur le chat. César brise le scénario de la bataille sur son genou. Il transforme désavantage tactique, l'encerclement, en avantage. Maintenant, il n'a plus besoin de chercher l'ennemi. L'ennemi est partout. Où que l'on frappe, on touche. Les Romains commencent à s'élancer, comme un ressort trop longtemps comprimé. Ils hurlent. Ce n'est pas le cri de guerre coordonné de la Légion. C'est le hurlement primitif d'hommes qui ont décidé que s'ils doivent mourir aujourd'hui, ils emporteront en enfer autant d'âmes qu'ils pourront. La distance se réduit. 50 mètres. 30. 10. L'air sent l'ozone et la sueur. Les cavaliers de Labienus tentent de faire tourner leurs chevaux pour se replier et recommencer le tir. Mais la ligne romaine s'élargit trop vite. L'accordéon s'est ouvert. Le chaos commence. Mais ce n'est plus le chaos qui profite à Labienus. C'est le chaos du corps à corps, l'élément de la légion romaine. Le gladius, l'épée courte avec laquelle on ouvre les ventres, trouve enfin du travail. Le bruit des coups change. Plus de claquements secs sur les boucliers. On entend maintenant le craquement humide et le hennissement des chevaux blessés. César ne regarde pas la carte. Il n'y a plus de carte. Il n'y a que la poussière, les cris et la volonté d'un seul homme contre 16 000. Il a tout misé, même sa propre vie, pariant que l'agression choquerait l'ennemi plus fort que les flèches. Et dans le brouillard de la guerre, au milieu des nuages de poussière, se produit cette explosion qui inverse la polarité de la bataille. Les légionnaires s'enfoncent dans les rangs de la cavalerie comme un couteau brûlant dans du beurre. Ce qui se passe ensuite est physiquement difficile à décrire avec des mots, car le chaos n'a pas de langage. Mais s'il avait un son, ce serait celui des os qui cassent et des tissus qui se déchirent. Le moment où la ligne romaine percute la cavalerie numide ressemble à une détonation. L'énergie accumulée par des heures de peur et d'humiliation se libère en 1 seconde. Ce n'est pas un duel élégant, c'est une bagarre de rue dans un sac de poussière. Les légionnaires ne font pas de l'escrime, ils travaillent comme des bouchers à l'abattoir. Les pilums, qu'on lance habituellement à distance, sont maintenant serrés dans les poings comme des épieux. Les Romains ne frappent pas les cavaliers, ils frappent les chevaux. C'est une mathématique de survie cruelle, sale, mais la seule qui vaille.
élimine le cheval, et le fier cavalier se transformera en fantassin impuissant, gisant au sol dans une armure trop légère. Imaginez ce cauchemar pour un cavalier. Vous êtes en selle, habitué à dominer la situation, à regarder l'infanterie de haut. Et soudain, la terre sous vous explose. Les chevaux, fous de douleur quand les pointes leur ouvrent le poitrail et le ventre, se cabrent. Ils désarçonnent leurs cavaliers, piétinent les leurs, s'écartent brusquement, brisant la formation. La géométrie parfaite de l'armée de Labienus se transforme en bouillie. Les Romains s'engouffrent dans cette brèche. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des boules de rage. Dans la promiscuité, où les longues lances des Numides sont inutiles, le court glaive romain devient roi. Les légionnaires plongent sous le ventre des chevaux, frappent par en dessous, attrapent les cavaliers par les jambes et les tirent dans la poussière. On entend le craquement des sandales cloutées s'imprimant sur le visage des ennemis tombés. Frappe! Frappe-les! Qu'ils bouffent du sable! Ce cri n'appartient pas à un seul homme. C'est l'expiration collective de 1000 gorges. L'ennemi est sous le choc. Les Numides ont l'habitude de chasser un gibier qui fuit loin d'eux. Ils ne savent pas quoi faire d'un gibier qui leur saute dessus. La psychologie du prédateur se brise. Quand la proie montre les dents, le loup recule souvent. Dans les yeux des Numides apparaît ce qui n'y était pas depuis le matin. Le désarroi. Et à la guerre, le désarroi tue plus vite qu'une flèche. César ne reste pas à l'écart. Il est au cœur de ce tourbillon. Son manteau rouge clignote au plus fort de la mêlée, comme un phare. Il ne se contente pas de commander. Il montre qu'il est aussi mortel, qu'il est là, dans la boue, avec eux. Cela agit sur les soldats plus fort que n'importe quel va. Si le vieux risque sa peau, quel choix avons-nous? L'anneau se dessert. L'accordéon romain fonctionne. La ligne d'infanterie, étirée à la limite, commence à pulser, repoussant l'ennemi de plus en plus loin. Ces deux rangées, dos à dos, se transforment en un cercle de mort grandissant. Ils regagnent du terrain mètre par mètre. Chaque pas en avant se paie d'une tension physique incroyable. Les muscles sont pris de crampes, les poumons brûlent, mais impossible de s'arrêter. S'arrêter, c'est mourir. La poussière, qui étouffait les Romains auparavant, travaille maintenant pour eux. Dans ce brouillard jaune, les Numides perdent leur orientation. Ils ne voient pas les signaux de leur commandant. Ils n'entendent que le rugissement de l'infanterie romaine et les cris des camarades mourants. La panique, cette réaction en chaîne, commence à passer des chevaux aux hommes. Les rangs arrière de l'ennemi, ne comprenant pas ce qui se passe devant, commencent à pousser sur les premiers, créant une bousculade. Et les Romains continuent de tailler dans ce bouchon vivant, le transformant en hachis. Labienus, depuis sa colline, voit sa victoire lui filer entre les doigts comme du sable. Il voit sa cavalerie d'élite, sa fierté, se transformer en troupeau affolé. Il tente de regrouper ses forces, d'envoyer des réserves pour colmater les brèches, mais ses ordres se noient dans le bruit de la bataille. Ses élèves ont trop bien appris la leçon. Ils improvisent. Ils violent les règles. Ils refusent de mourir selon le règlement. Au centre de la mêlée se joue une scène digne d'une tragédie. Un jeune centurion, ayant perdu son casque, le visage en sang, se retrouve nez à nez avec un vétéran transfuge de l'armée de Labienus. Ils se reconnaissent. Peut-être ont-ils bu à la même gourde en Gaule. Une seconde d'hésitation, un regard dans les yeux, et puis le coup. Sans mots, sans hésitation. Le glaive pénètre sous les côtes. Pas de place pour la sentimentalité ici. L'amitié est restée dans le passé, avant Ruspina. Maintenant, il n'y a que nous et eux. Les Romains élargissent le périmètre, créant autour d'eux une zone de vide. L'ennemi a refué. Les Numides, ripostant par des javelots, se replient à distance de sécurité,
essayant de calmer leurs chevaux couverts d'écume. Soudain, le champ de bataille devient plus silencieux. Ce n'est pas un silence total, non. C'est la respiration lourde et rauque de 1000 hommes qui viennent de remonter des profondeurs. Les soldats se tiennent debout, appuyés sur leurs boucliers ensanglantés. Leurs poitrines se soulèvent violemment sous les armures. Leurs mains tremblent tant que les épées leur échappent des doigts. Ils se regardent avec des yeux sauvages, vitreux, n'arrivant pas à croire qu'ils respirent encore. La terre autour est jonchée de corps d'hommes et de chevaux. Le sable est devenu pourpre et collant comme de la boue. Mais César ne leur laisse pas le temps de réaliser. Il sait, ce n'est pas une victoire, c'est un répit. L'ennemi est repoussé, mais pas vaincu. Labienus va simplement se regrouper et frapper à nouveau. Et cette fois, il sera plus méchant. Les 16 000 n'ont disparu nulle part. Ils sont toujours là, derrière le voile de poussière, léchant leurs plaies et préparant un nouveau piège. « Debout, en formation !» tonne la voix du général, cinglante comme un coup de fouet. Pas de repos, pas d'eau. L'adrénaline commence à retomber, remplacée par la lourdeur de plomb de la fatigue et la douleur des blessures. Mais César sait, s'il reste ici, dans cette plaine maudite, l'obscurité de la nuit deviendra leur tombeau. Ils doivent bouger, ils doivent courir. Le regard de César est fixé au loin, là où, sur fond de ciel s'assombrissant, se découpent les silhouettes des collines. Ce n'est pas juste une élévation, c'est le salut. Là-bas, sur un terrain accidenté, la cavalerie de Labienus perdra son avantage. Là-bas, l'infanterie aura une chance. Mais jusqu'aux collines, il y a des milles d'espaces découverts. Des milles qu'il faudra parcourir sous le viseur de milliers d'yeux. Ce ne sera pas une marche. Ce sera une course contre la mort, où le prix n'est pas une médaille, mais la possibilité de voir l'aube de demain. Les soldats lèvent leurs boucliers. Ils sont plus lourds que jamais. Mais maintenant, il y a une assurance hargneuse dans leurs gestes. Ils ont compris l'essentiel. On peut frapper cet ennemi. Cet ennemi saigne aussi. Les étendards s'inclinent vers l'avant. La colonne épuisée, semblable à une bête blessée, se met en mouvement. Ils laissent derrière eux le champ où ils viennent d'accomplir l'impossible et partent dans le crépuscule. Mais Labienus n'a pas l'intention de les laisser partir. Le vent apporte le son d'une trompette du côté ennemi. La chasse continue. Et cette fois, les rabatteurs ne feront pas d'erreur. La course a commencé. Ce n'était pas une fuite. La fuite, c'est pour les lâches. Et en Afrique, fuir signifie une mort certaine. Si tu tournes le dos à un humide, tu es déjà un cadavre. Ton corps n'a simplement pas encore eu le temps de tomber. Ce qu'accomplissaient les soldats de César s'appelait une retraite organisée. Mais en réalité, c'était la promenade la plus longue et la plus douloureuse de leur vie. Imaginez que vous marchez avec de l'eau jusqu'à la taille, sauf qu'à la place de l'eau, c'est du sable visqueux et brûlant. Et à la place du courant, des milliers de cavaliers essayant d'arracher un morceau de chair à votre colonne. De l'euphorie de la percée, il ne restait aucune trace. L'adrénaline qui les poussait en avant pendant l'attaque s'est consumée, laissant derrière elle le vide et une lourdeur de plomb dans les membres. Maintenant, seule la mémoire musculaire fonctionnait. Un pas en arrière, lever le bouclier, recevoir l'impact du javelot, une fente de l'épée pour chasser un cheval insolent, de nouveau un pas en arrière, et ainsi, mètre par mètre, mille par mille. Labienus, ce chien de guerre têtu, n'avait pas d'intention de lâcher sa proie. Il voyait que César s'était échappé de l'anneau mortel, mais il voyait aussi à quel prix. Les Romains étaient épuisés. Leur langue avait enflé de soif. Leurs armures s'étaient transformées en fournaises. Labienus savait.
Il n'est pas nécessaire de tuer un cheval fourbu tout de suite. On peut le pousser jusqu'à ce que son cœur éclate. Et il a lâché la meute. Ses cavaliers ne faisaient plus d'attaque frontale. Ils agissaient comme une meute de loups poursuivant un bison blessé. Ils surgissaient sur les flancs, mordaient l'arrière-garde, criblaient la colonne en retraite d'une grêle de pierres et disparaissaient aussitôt dans la poussière dès que les Romains tentaient de riposter. C'était une torture par l'espoir. Les collines, élévations salvatrices, se profilaient devant, tremblant dans le miroitement de l'air chaud, mais semblaient ne pas se rapprocher d'un pouce. Ne pas regarder le soleil. Regarder les pieds de celui qui marche devant, chuchotaient les vétérans aux recrues. La discipline ne tenait qu'à un fil très fin. Il suffisait qu'un homme jette son bouclier et court pour que toute la colonne s'effondre, se transformant en proie facile. César le comprenait mieux que quiconque. Il ne se déplaçait pas en tête de colonne, mais en queue, là où c'était le plus chaud. Il savait que les soldats ne devaient voir son dos que s'il les menait à l'attaque. Lors d'une retraite, il devait voir son visage. Le calme du général à ce moment était plus effrayant que n'importe quelle hystérie. Il donnait des ordres d'une voix calme et égale, indiquant aux centurions où resserrer les rangs et où laisser une surprise aux cavaliers pressants sous la forme d'un barrage de lanciers. C'était une partie d'échecs où les pièces étaient des êtres vivants, et l'échiquier, une bande de morts entre la plaine et les collines. Chaque verge de cette terre était payée de sang. Les blessés qui pouvaient marcher avançaient, appuyés sur les épaules de leurs camarades. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, l'histoire garde le silence à leur sujet. Mais dans les yeux des soldats se lisait une sombre détermination. Personne ne voulait rester gisant sur ce sable, attendant que les Numides mettent pied à terre pour collecter les trophées. La peur de la captivité, la peur de ce que feraient d'eux leurs anciens alliés, les poussait en avant mieux que n'importe quel fouet. L'ennemi essayait de couper la route. Labienus lança une partie de sa cavalerie en contournement, essayant d'occuper les contreforts avant César. La course commença. Une course non pas de vitesse, mais d'endurance. L'infanterie romaine, chargée de fer, contre la cavalerie légère. Il semblait n'y avoir aucune chance. Mais les Romains avaient un avantage que Labienus n'avait pas pris en compte. Le désespoir. L'homme qui sauve sa vie est capable de miracles inaccessibles à celui qui veut simplement la gloire. Quand les semelles des sandales touchèrent le sol pierreux et ferme au pied des collines, un soupir semblable à un gémissement parcourut les rangs. Ce n'était pas juste un changement de sol, c'était un changement des règles du jeu. La cavalerie, reine des plaines, perdait ici sa couronne. Les chevaux glissaient sur les pierres, trébuchaient sur les pentes raides. Ce qui était l'avantage de Labienus, la vitesse et la manœuvre, devenait ici sa faiblesse. César poussa ses hommes sur la hauteur. Ils grimpaient, s'accrochant aux buissons et aux arêtes vives des rochers, traînant leurs boucliers. Dès qu'ils occupèrent le sommet, la situation s'inversa complètement. Maintenant, les Romains regardaient l'ennemi de haut. Maintenant, leurs pilums volaient plus loin et frappaient plus fort, accélérés par la gravité. Labienus arrêta ses cavaliers au pied de la colline. Il comprenait. Prendre d'assaut une infanterie fortifiée sur une colline, à cheval, c'est de la folie. Il caracolait en bas, serrant les rênes, impuissant. Sa proie s'était échappée. Malmenée, saignant, à moitié morte, mais elle était partie. Il voyait s'allumer les premiers feux au sommet de la colline. Les Romains avaient survécu. Mais ce n'était pas un triomphe. Ne vous y trompez pas. Quand les soldats s'effondrèrent au sol, beaucoup ne purent simplement pas se relever. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Les médecins, à court de bandages, déchiraient les tuniques en lambeaux pour panser les blessures. L'air ne sentait pas la victoire, mais l'iode,
le pu et la chair brûlée. César fit le tour du camp. Il voyait les visages de ces hommes. C'étaient des visages de vieillards, bien que beaucoup n'eussent pas 25 ans. En un jour, ils avaient vieilli d'une vie entière. Ils ne le regardaient pas avec adoration, mais avec une question muette. Et maintenant? Oui, ils avaient occupé les collines. Oui, ils avaient repoussé 16 000 hommes. Mais regardez la carte. Ils étaient toujours en Afrique. Ils étaient toujours en infériorité numérique. Leurs réserves fondaient à chaque minute. Et en bas, dans l'obscurité de la vallée, s'allumaient déjà les milliers de feux de l'armée de Labienus. Il n'était parti nulle part. Il attendait simplement. La survie ce jour-là ne fut pas la fin des épreuves, mais seulement le début d'une longue agonie. Les Romains avaient gagné du temps, mais le temps dans le désert joue contre ceux qui n'ont pas d'eau. L'euphorie du salut commença à céder la place à une froide prise de conscience. Ils n'étaient pas sauvés. Ils s'étaient simplement enfermés eux-mêmes dans une cage différente, plus confortable. Le silence tomba sur les collines. Un silence lourd, sinistre, troublé seulement par la toux des blessés et les appels des sentinelles. Les soldats mâchaient des racines dures, essayant de tromper leur estomac, et regardaient l'obscurité. Là-bas, dans cette obscurité, une nouvelle tempête se préparait. Labienus n'était que la première vague. Les rumeurs rapportées par les éclaireurs étaient plus effrayantes que n'importe quelle charge de cavalerie. On disait que le roi numide Juba lui-même marchait au secours de Labienus. Et il ne venait pas seul. Celui qui avait survécu à la bataille contre les 16 000 pouvait se considérer chanceux. Mais la mathématique de la guerre est implacable. Si tu as survécu aujourd'hui, demain tu devras combattre des forces 2 fois plus grandes. Et dans cette nouvelle formule de mort, la variable n'était pas simplement un homme avec une épée. La variable, c'était la faim, qui tue lentement, et la maladie, qui ne connaît pas la pitié. La retraite stratégique de César avait sauvé l'armée de l'écrasement, mais l'avait menée dans une impasse dont la seule issue passait par encore plus de sang. Personne ne dormit cette nuit-là. Les hommes nettoyaient leurs épées, sachant que demain, le métal devrait être rouge à nouveau. César était assis près de sa tente, regardant les étoiles qui, en Afrique, semblent si proches et si indifférentes. Il comprenait que le miracle tactique de Ruspina n'était qu'un sursis. Le véritable enfer ne faisait que commencer. Et les clés de cet enfer étaient entre les mains d'un roi qui amenait avec lui les chars vivants du monde antique. La guerre, ce n'est pas toujours le fracas des trompettes et le cliquetis des épées. Le plus souvent, la guerre, c'est une odeur. Dans le camp près de Ruspina, cette odeur est devenue dense, palpable, comme un brouillard. C'est un mélange d'immondices, de provisions pourrissant au soleil, de la sueur de milliers de corps sales et de l'odeur douceâtre de la mort lente. Si au combat vous avez une chance de mourir en héros, ici, derrière le rempart, vous risquez de mourir de dysenterie, recroquevillé dans un coin de tente. Et personne n'écrira de poème là-dessus. La victoire tactique sur les collines a donné un répit à César, mais elle l'a aussi piégé. Le camp ne s'est pas transformé en forteresse, mais en couloir de la mort. Les murs protègent de la cavalerie de Labienus, mais ils ne protègent pas de la faim. Et la faim est un ennemi qu'on ne peut transpercer d'une épée. Les réserves qu'on avait réussi à décharger des navires sont épuisées depuis hier. Il n'y a pas de nouveaux arrivages. La mer est démontée, la flotte dispersée, et les villes locales, voyant la position précaire des Romains, ont fermé leurs greniers à double tour. Les légionnaires, conquérants du monde, se sont transformés en cueilleurs. Imaginez le menu des vainqueurs. Les soldats errent aux alentours à la recherche de racines. Ils trouvent de l'herbe sauvage, la font bouillir dans leur casque
essayant de tromper leur estomac avec cette mixture amère. Ceux qui ont moins de chance vont vers le rivage. Là, ils ramassent des algues marines. Pour que ce soit comestible, il faut les faire tremper des heures dans de l'eau douce pour enlever le sel qui ronge les muqueuses. Mais il n'y a pas d'eau douce non plus. Chaque gorgée compte. Les hommes mâchent ce caoutchouc salé, leur visage enfle et la soif devient insupportable. Les chevaux sauvés lors de la bataille deviennent maintenant un fardeau. Il n'y a rien pour les nourrir. Les animaux rongent les poteaux en bois des attaches. Bientôt viendra le moment où les cavaliers devront faire un choix terrible. Regarder leurs compagnons de combat mourir d'épuisement ou les égorger pour nourrir les hommes. Mais pire que la faim, il y a l'inaction. Quand le soldat est occupé, il ne pense pas. Quand il est assis près d'un feu éteint et écoute les gargouillis de son ventre vide, des pensées lui viennent en tête. Et ces pensées sont plus noires qu'une nuit sans lune. Les rumeurs rampent dans le camp plus vite que les rats. D'abord, ce n'était qu'un murmure. Puis des récits assurés des sentinelles. Et maintenant, c'est un fait qui fait froid dans le dos. Titus Labienus n'était que l'avant-garde. Les forces principales de l'ennemi ne font qu'approcher. À l'horizon s'élève un nouveau nuage de poussière. C'est le roi Juba qui arrive. Juba n'est pas juste un chef barbare de plus. C'est le monarque de Numidie, un ennemi personnel de César, un homme dont la haine pour Rome est pétrie d'ambition et de soif de sang. Il mène avec lui une force capable d'écraser le misérable camp de César comme un insecte. Les éclaireurs, revenus de patrouilles pâles et tremblants, citent des chiffres. Et ces chiffres sonnent comme une condamnation. 40 000 fantassins. Pensez-y, 40 000 soldats frais, rassasiés, bien armés, contre des squelettes en armure romaine, épuisés et malades de dysenterie. Mais même cela n'est pas le plus effrayant. La terreur principale ne vient pas de l'infanterie. La terreur principale marche lourdement, faisant trembler la terre, et chaque pas rapproche la fin. Juba a des éléphants, 60 éléphants de guerre. Pour un légionnaire romain, surtout pour une recrue, l'éléphant n'est pas un animal, c'est un monstre mythologique. Une tour de siège vivante avec des défenses de la taille d'un homme. Ils sont bardés d'armure, des archers sont assis sur leur dos, et leurs pattes peuvent transformer un homme en flaque en une fraction de seconde. 60 de ces monstres peuvent simplement traverser le camp de César sans même remarquer la résistance. Contre eux, il n'y a pas de défense. Une palissade en bois, pour un éléphant, c'est une allumette. L'atmosphère dans le camp passe de l'inquiétude au funèbre. Les hommes comprennent la mathématique de la guerre. 1000 contre 16 000 à Ruspina, c'était un miracle. Mais quelques milliers de moribonds contre une armée unifiée de 60 000 hommes et 60 éléphants, ce n'est plus un miracle. C'est de la statistique. César le voit. Il marche dans le camp, gardant un masque de calme glacial. Il plaisante avec les soldats, vérifie les postes, mâche les mêmes algues qu'eux. Mais à l'intérieur, un calculateur forcené doit tourner. Il sait que le temps joue contre lui. Chaque heure d'attente rend l'ennemi plus fort. L'armée de Scipion s'unit aux troupes de Juba et de Labienus. Ils referment l'anneau. Ils ne vont pas prendre le camp d'assaut tout de suite. Pourquoi ? Ils vont juste attendre que les Romains commencent à s'entre-dévorer ou que les maladies fauchent la moitié de la garnison. C'est la stratégie du boa. Un étranglement lent et froid. Il n'y a plus de place à l'infirmerie. Les blessés de la bataille de Ruspina meurent de gangrène parce qu'il n'y a pas de tissu propre ni de vin pour laver les plaies. Les gémissements se mêlent à la toux. L'esprit combatif qui avait flambé après la percée de l'encerclement s'éteint comme une mèche dans une lampe vide. Les soldats commencent à regarder leur commandant non plus avec espoir,
mais avec une sourde colère. Pourquoi nous a-t-il amenés ici? Pour nous faire crever de faim dans ce trou? César reçoit des rapports de désertion. Les hommes fuient. Pas massivement, mais le ruisseau coule déjà. Certains tentent d'atteindre la côte dans l'espoir de navires. D'autres partent simplement dans le désert, préférant la mort par la soif à la mort par l'épée. Si ce processus n'est pas arrêté, dans une semaine, il n'aura plus d'armée. Impasse stratégique. Les manuels disent, dans une telle situation, il faut renforcer la défense et attendre des renforts. Mais il n'y aura pas de renforts. La mer est fermée par la saison des tempêtes. Rome est loin. Le Sénat est occupé par des intrigues. Ici, au bord du continent africain, ils sont seuls. Une lumière faible brûle dans la tente du général. César regarde une carte qui n'a plus d'importance. La logique dicte « Reste tranquille, économise tes forces, gagne du temps ». Mais César connaît la nature humaine. La passivité tue la foi. Si les soldats restent simplement assis à attendre les éléphants, ils perdront avant même le début de la bataille. La peur des monstres de Djouba paralysera leur volonté. Il lui faut de l'action. Il lui faut un coup qui renversera l'échiquier. La décision qui mûrit dans sa tête semble folle même pour lui. Mais c'est la folie du désespoir. Il regarde ses mains. Elles sont sales, gercées. Ce sont les mains d'un joueur à qui il reste un dernier jeton. Il ne peut pas se défendre contre une telle machine. La défense, c'est la mort. Alors il ne reste qu'une chose, l'attaque. Attaquer une armée qui vous surpasse de 5, 10 fois. Attaquer des éléphants avec une poignée d'infanterie épuisée. Cela sonne comme une mauvaise blague, comme une façon de commettre un suicide complexe. Mais César comprend le paradoxe de la guerre. Quand l'adversaire est sûr de sa force absolue, il devient insouciant. Scipion, Labienus et Juba s'attendent à ce que les Romains tremblent derrière les murs. Ils rient, anticipant une victoire facile. Ils sont détendus. Et c'est précisément là leur seule vulnérabilité. César sort de sa tente. L'air nocturne est froid, mais la terre exhale encore la chaleur de la journée passée. Il regarde les feux du camp ennemi qui s'étendent à l'horizon, comme un ciel étoilé tombé sur terre. Ils sont des dizaines de milliers là-bas. Ils boivent du vin, mangent de la viande et discutent de la façon dont ils partageront le butin. Qu'il rit, pense-t-il. Le rire détend les muscles du ventre, et l'épée pénètre plus facilement dans un ventre détendu. Demain, il donnera un ordre qui fera retenir son souffle à l'histoire. Demain, 8000 morts-vivants iront sur le terrain pour défier des géants. La raison dit non. La logique hurle stop. Mais César a déjà franchi le Rubicon. Et peu importe que ce Rubicon se trouve à des milliers de milles d'ici. Les jeux sont faits. Plus de paris. Tapis. La logique est un refuge pour les lâches. Si vous êtes un général qui ne croit qu'en l'arithmétique, vous ne gagnerez jamais une guerre contre le destin. Les manuels de tactique, écrits par des théoriciens repus dans des cabinets de marbre, crient tous la même chose. Si l'ennemi a un avantage de 5 contre 1, reste en défense, construis des murs, prie les dieux, attends un miracle. Mais César le sait, le miracle, ce n'est pas ce qui tombe du ciel. Le miracle, c'est ce que tu arraches avec les dents à la gorge de la réalité. L'aube sur Thapsus se lève lourde, trouble. L'air tremble, non de chaleur, mais de tension. Dans le camp de Scipion et du roi Juba, règne une animation paresseuse. Ils sont sûrs d'eux. Et pourquoi ne le seraient-ils pas? Ils ont une armée immense. Ils ont des éléphants. Ils ont une cavalerie qui bouche l'horizon. Ils regardent les fortifications pitoyables de César
comme un enclos à bétail qu'ils vont bientôt réduire en miettes. Ils attendent que les Romains envoient des émissaires pour demander une reddition honorable, ou qu'ils crèvent simplement de faim là-bas. Et là, les portes du camp de César s'ouvrent. Scipion a dû se frotter les yeux. Ce ne sont pas des émissaires. Ce n'est pas un convoi de butin essayant de fuir. Des portes, soulevant la poussière, sortent des cohortes, l'une après l'autre, et se déploient en ordre de bataille. Cela ressemble à une mauvaise blague, à un crachat au visage d'un géant. 8000 hommes. Pensez à ce nombre. 8000 contre une armada unifiée qui les surpasse plusieurs fois. Ce n'est même pas David contre Goliath. C'est une fourmi qui part en guerre contre un éléphant et hurle « Dégage de mon chemin !» Regardez ces hommes. Ce ne sont pas ces légions brillantes qui défilent à Rome. Ce sont des fantômes. Leurs tuniques sont décolorées et déchirées. Leurs joues sont creusées par la malnutrition. La peau est tannée par le soleil et couverte d'ulcères. Mais regardez leurs yeux. Il n'y a pas de peur. Il y a la fatigue froide et méchante d'hommes qui en ont assez d'avoir peur. Ils en ont assez d'être assis dans la boue. Ils en ont assez de mâcher des algues. Ils ne veulent qu'une chose, soit tuer, soit mourir, pourvu que ça finisse aujourd'hui. César les aligne en une fine ligne. Encore ce risque fou. Il n'a pas de réserve. Si l'ennemi perce la formation en un point, tout sera fini en 5 minutes. Dans son dos, la mer qui ne le sauvera pas. Devant lui, un mur de boucliers, de lances et de trompes. Scipion et Juba regardent cela depuis la colline. D'abord l'incompréhension, puis le rire. Ils pensent que César est devenu fou. Sénilité? Coup de soleil? Qui, saint d'esprit, attaque avec ses forces principales en n'ayant qu'une poignée de moribonds? Les généraux ennemis ne se pressent pas. Ils n'interrompent même pas leur petit déjeuner. Ils donnent des ordres paresseusement, avec la grâce de maître de la situation. Qu'ils approchent, nous les écraserons sans même transpirer. C'est exactement ce sur quoi compte César. La psychologie est une arme plus terrible qu'une catapulte. César sait, quand tu es faible, comporte-toi comme si tu étais fort. L'audace paralyse. Si une souris se jette sur un chat, le chat bondit en arrière. Pas de peur, mais de surprise. Dans le cerveau de l'ennemi survient un bug. S'il attaque, c'est qu'il sait quelque chose. C'est qu'il a un as dans la manche. Le doute. Une minuscule graine de doute semée dans l'assurance du géant. César longe les rangs à cheval. Il ne fait pas de discours sur la grandeur de Rome. Au diable la grandeur. Il dit des choses simples, cyniques. Il montre l'ennemi et dit « Regardez-les, ils sont gras, ils sont riches. Dans leur convoi, il y a du vin, du pain et de l'or. Tout cela sera à vous ce soir. Ou vous crèverez ici, et les chacals disperseront vos os. Le choix est à vous. » Il ne ment pas. Il propose un marché. Le risque en échange de la vie. Sur le flanc droit, face aux éléphants, il place la 5e légion. Les Allodae, alouettes. Des Gaulois ayant reçu la citoyenneté romaine. Ils haïssent les éléphants. Pour eux, ces animaux sont une insulte personnelle. César leur a ordonné « Ne frappez pas au corps, frappez aux yeux, frappez aux jambes. Un éléphant n'est qu'une grosse vache qui sait avoir peur. » Le silence avant le combat devient vibrant. On entend le vent siffler dans les plumets des casques. On entend le cliquetis des armes. 8000 hommes prennent une inspiration. Peut-être la dernière. Ils se tiennent face à la mort et la regardent dans les yeux. Et l'ennemi tarde encore.
Scipion réorganise ses rangs, essayant de comprendre où est le piège. Juba discute avec ses commandants. Cette machine gigantesque, pataude, assemblée de différents peuples, différentes langues et différentes ambitions, commence à patiner. Ils ne sont pas prêts à se battre tout de suite. Ils attendaient un siège, des manœuvres, des négociations. Ils ne s'attendaient pas à ce que le Romain fou vienne simplement leur mettre un coup de poing dans la mâchoire. Et là, il se produit une chose qui n'est inscrite dans aucun règlement. César n'a pas encore donné l'ordre. Le trompette n'a pas encore porté l'instrument à ses lèvres. Mais sur le flanc droit, là où sont les alouettes, les nerfs lâchent. Un soldat, un clairon nommé, disons, Titus, n'y tient plus. Il voit l'ennemi, il voit les éléphants, il sent l'adrénaline le brûler de l'intérieur. Et il sonne la charge, lui-même, sans ordre. C'est une violation de la discipline, passible de la peine de mort. Mais une seconde plus tard, son signal est repris par d'autres. Toute la ligne, les 8000 hommes, s'élancent. César voit cela. Il aurait pu essayer de les arrêter. Il aurait pu crier « En arrière !» Mais c'est un joueur de génie. Il comprend. On ne peut pas arrêter la vague. On ne peut que la surfer. Il dégaine son épée, éperonne son cheval et fonce à la suite de ses soldats en criant le mot de passe du jour « Felicitas !» Bonheur. Chance. Quelle sombre ironie. Le mot de passe « chance » pour une attaque suicidaire. Il court, pas en rang ordonné, mais en avalanche. Ce n'est pas une manœuvre tactique. C'est une hystérie transformée en assaut. 8000 démons foncent sur 40 000 soldats détendus. La distance se réduit à toute vitesse. L'ennemi commence seulement à comprendre ce qui se passe. Ils saisissent leurs boucliers, tentent de se mettre en formation. Les cornacs frappent les animaux avec des crochets, essayant de réveiller leur fureur. Mais c'est trop tard. L'effet de surprise est absolu. Les Romains ne tirent pas à l'arc. Ils ne lancent pas de javelot de loin. Ils veulent venir au contact. Ils veulent planter le fer dans le mou. Ils veulent transformer cette partie d'échecs soignée en bagarre de taverne, où gagne non pas le plus fort, mais le plus méchant. Imaginez le visage de Scipion à cet instant. Son monde s'effondre. Sa logique part en poussière. Il voit un petit point sur la carte se transformer en tsunami. Il voit ses premiers rangs commencer à reculer. La peur est contagieuse. Si l'homme du premier rang fait un pas en arrière, l'homme du deuxième en fait deux. L'air est déchiré par le cri. Ce ne sont plus des humains. Ce sont des bêtes acculées qui ont décidé qu'il valait mieux mourir les dents sur la gorge de l'ennemi que d'attendre la fin. La terre tremble, mais pas à cause des éléphants. Elle tremble sous la course de 8000 paires de sandales qui portent la mort à l'Empire. Le bluff est devenu réalité, et cette réalité va frapper maintenant avec la force d'un train de marchandises. Scipion a des secondes pour comprendre. Il n'a pas perdu contre une armée. Il a perdu contre la volonté pure et distillée d'un seul homme qui a refusé d'accepter les règles du jeu. Le choc est inévitable, et il sera écrasant. Le moment de l'impact ne ressemble pas à ce qu'on montre au théâtre. Pas de cliquetis noble d'épée, ni de belles poses. Il y a un bruit sourd, nauséabond, avec lequel 8000 corps percutent 40 000. C'est le bruit des côtes qui cassent, de l'air chassé des poumons et du bois qui craque. Mais le son le plus effrayant ce matin-là n'était pas émis par des hommes. Il était émis par 60 montagnes vivantes que le roi Juba avait placées en première ligne, espérant écraser les Romains comme des insectes. Les éléphants. Dans le monde antique, c'est l'arme nucléaire. Des chars recouverts d'une peau épaisse et d'une armure, capables de briser l'échine d'un cheval d'un seul coup de trompe. Quand une telle machine fonce sur vous, l'instinct exige de fuir, de s'enterrer, de disparaître. Mais la 5e Légion,
Ces fameuses alouettes ne fuient pas. Ils font ce qui contredit la biologie. Ils courent sur les éléphants. Les légionnaires connaissent un secret que Juba a oublié. L'éléphant est un animal intelligent. Trop intelligent pour la guerre. Un cheval ira à la mort pour son maître s'il est bien dressé. Un éléphant, jamais. L'éléphant pense à lui. Et quand des centaines de pierres de fronde volent vers la gueule des géants, quand les javelots se plantent dans les trompes sensibles, quand des torches enflammées clignotent devant les yeux et que résonne le rugissement assourdissant des trompettes, les animaux prennent la seule décision correcte. Ils font demi-tour. Imaginez l'horreur de l'infanterie numide se tenant derrière les éléphants. Une seconde plus tôt, vous vous sentiez en sécurité derrière le dos de ces colosses. Vous riez de la pitoyable poignée de Romains. Et soudain, le monde se renverse. Vos propres chars, fous de douleur et de panique, font demi-tour à 180 degrés et commencent à repasser leur propre ligne. Les cornacs frappent les éléphants avec des crochets dans la nuque, essayant de les arrêter ou de les tuer. Mais trop tard. L'avalanche vivante a déjà pris de la vitesse. Les éléphants piétinent les Numides, les dispersent avec leur défense, ouvrant de larges brèches dans la formation serrée. Les cris des hommes écrasés couvrent les trompettes de guerre. La ligne ordonnée de l'armée de Scipion et de Juba se brise non sous le coup de l'ennemi, mais de l'intérieur. C'est le suicide du géant. Dans ce chaos, dans ces allées sanglantes laissées par les éléphants, s'engouffrent les légionnaires de César. Ce ne sont plus des soldats, ils sont une force de la nature. Des semaines de faim, de peur, d'humiliation en défense, de nourriture avariée et d'eau au goût de vase, tout cela s'est comprimé en un ressort qui se détend maintenant. Ils ne font pas de prisonniers, ils n'ont pas besoin d'esclaves, ils n'ont pas besoin de rançon, ils ont besoin de vengeance. Les centurions tentent de rétablir le contrôle. « Arrêtez! Épargnez ceux qui se rendent !» crie un officier, essayant de sauver un groupe de nobles numides ayant jeté leurs armes. Mais personne ne l'écoute. On le pousse simplement dans la boue. Dans les yeux des légionnaires brûle une fureur blanche. Ils tuent tous ceux qui leur tombent sous la main. Le soldat qui tremblait de fièvre hier encore travaille aujourd'hui de l'épée avec la précision mécanique d'un boucher. Ce n'est pas une bataille, c'est une chasse à courre. L'immense armée ennemie, pataude et polyglotte, s'effondre comme un château de cartes. Ceux qui se tenaient au dernier rang et n'ont même pas eu le temps de dégainer leur épée, voient leurs camarades fuir, voient les éléphants fous et cèdent à la panique. La peur est un virus, et il se propage instantanément. 40 000 hommes décident simultanément que la vie est plus chère que l'honneur. Ils courent. Ils jettent leurs boucliers pour courir plus vite, jettent leurs casques coûteux, jettent les étendards. Scipion, fier aristocrate romain qui avait promis au Sénat de ramener César enchaîné, essaie maintenant de sauver sa peau, perdu dans la foule des fuyards. Le roi Juba, souverain de ses terres, galope au loin, abandonnant ses précieux éléphants à leur sort. Titus Labienus, l'homme qui a appris aux légions à vaincre, voit maintenant ces légions détruire tout ce qu'il a construit. Il comprend que c'est la fin. Pas juste une défaite dans une bataille, c'est l'effondrement d'un monde. Les vieilles règles ne fonctionnent plus. Discipline, tactique, manœuvre, tout cela est poussière. Celui qui gagne est celui qui est prêt à franchir la ligne de la folie. Et Labienus fuit. Il sait, s'il tombe entre les mains de ces hommes, une mort rapide sera un cadeau. Le champ de bataille se transforme en abattoir. Les Romains poursuivent l'ennemi sur des milles. Ils frappent dans le dos, tranchent les tendons, achèvent ceux qui tombent. La terre est si imbibée de sang que les pieds glissent. L'air est épais et lourd de l'odeur de mort. Les vautours, qui tournaient au-dessus du camp de César en attendant sa perte, festoient maintenant sur les corps de ses ennemis.
César galope au milieu de cet enfer. Les historiens écriront qu'il a essayé d'arrêter le massacre, qu'il criait « Pars civibus ! Épargnez les citoyens !» Peut-être criait-il vraiment, ou peut-être n'est-ce qu'un beau mensonge pour la postérité. Car à ce moment, même lui, l'homme qui commandait aux empires, ne pouvait arrêter la machine à tuer qu'il avait lui-même lancée. Il a fait sortir le génie de la bouteille, et le génie avait soif de sang. Les soldats se vengeaient de leur peur, de ces nuits où ils étaient allongés à écouter les chacals hurler, imaginant comment ces chacals rongeraient leurs os. Maintenant, ils sont eux-mêmes devenus des chacals. Ils tuaient pour s'assurer « l'ennemi est mort, l'ennemi ne se relèvera plus, l'ennemi ne reviendra plus avec 16 000 cavaliers. » À midi, tout était fini. L'immense armée qui menaçait d'effacer César de la surface de la terre avait cessé d'exister. 10 000 cadavres jonchaient la plaine. Les autres s'étaient dispersés dans le désert, où la mort les attendait par la soif ou par les mains des tribus locales. Le camp de Scipion et de Juba fut pris. Là, parmi les tentes luxueuses, pleines de vin et de nourriture, les soldats romains s'arrêtèrent enfin. Ils mangeaient, déchirant la viande avec leurs mains sales. Ils buvaient le vin directement aux amphores, le mélangeant à la poussière sur leurs lèvres. Ils tombaient et s'endormaient là, au milieu des cadavres et des trophées, ivres de fatigue et de sang. César se tenait sur la colline, regardant les ruines fumantes des espoirs de ses ennemis. Dans ses rapports, on écrira plus tard « Les pertes romaines s'élevèrent à 50 hommes. 50 contre 10 000. Des chiffres impossibles à croire. Une anomalie statistique. Un miracle? Non. C'était le prix d'une détermination absolue et impitoyable. Mais en regardant cette victoire, cette montagne de corps, ces éléphants errant sans but avec des selles vides sur le dos, on ne pouvait s'empêcher de poser la question. Et ensuite? L'ennemi est brisé, mais Rome est toujours divisée. Labienus s'est enfui, donc la guerre continuera. Les fils de Pompée sont vivants. La haine n'a pas disparu. Elle a juste changé d'adresse. Ce jour-là, sous Thapsus, ce n'est pas seulement l'armée républicaine qui est morte. Ce jour-là est morte la vieille République. L'illusion que la guerre pouvait être menée selon les règles a été piétinée par les éléphants et achevée par les glaives de vétérans ensauvagés. Sur ce champ sanglant est né un nouvel ordre. Un ordre où le droit n'appartient qu'à celui qui a la force de le prendre. Et César a pris ce droit. Mais, debout parmi les morts, il sentait peut-être un frisson dans le dos, car il savait. Ceux qui tuaient aujourd'hui pour lui, avec un tel acharnement, pourraient tout aussi facilement retourner leurs épées contre lui demain, s'il montrait de la faiblesse. Le silence tombait sur l'Afrique. Le silence d'un cimetière sur lequel on bâtissait un empire. Le silence qui suit une bataille est plus fort que n'importe quel cri. Il pèse sur les oreilles, résonne dans la tête et sent le fer. Vous êtes debout sur le champ où, le matin même, se décidait le sort du monde. Et vous ne voyez que des rangées infinies de corps, au-dessus desquels les mouches commencent déjà à tourner. Le vent, remuant paresseusement les pans des manteaux des tués, n'apporte pas de fraîcheur. Il apporte la compréhension qu'il s'est produit quelque chose d'anormal. Quelque chose qui viole les lois de la nature. Caius Julius César marche parmi les morts. Il ne sourit pas. Dans ses mains, un parchemin. Le brouillon du rapport qui sera bientôt envoyé à Rome. Dans ce rapport seront inscrits les chiffres qui feront tomber les coupes de vin des mains des sénateurs dans leur villa fraîche. 50. Il écrira qu'il a perdu seulement 50 soldats, contre 10 000 ennemis tués.
50 vies pour un empire. Ment-il? Peut-être. La comptabilité militaire est une science créative, et les scribes de l'état-major savent comment dissimuler les pertes gênantes dans la colonne « disparu » ou « mort de leurs blessures ». Mais même s'il a minimisé ses pertes par 10, même si 500 hommes sont morts, cela reste une anomalie statistique. Ce n'est pas une victoire. C'est un miracle accompli par des mains de meurtriers. C'est la preuve que les dieux sont soit devenus fous, soit ont chaussé des sandales de légionnaires. C'est ici, sur le sable d'Afrique imbibé de sang, que naît définitivement le mythe. Le mythe que l'on ne peut pas tuer César. Pensez-y. Un homme a débarqué sur un continent ennemi avec une poignée d'hommes, sans nourriture, sans eau, sans flotte. Il était encerclé. On le tirait comme une cible de foire à Ruspina. On l'affamait. On a aligné contre lui des éléphants et une armée dépassant ses forces de loin. N'importe quel autre général, Pompée, Scipion, même Hannibal lui-même, se serait rendu ou serait mort dans de telles conditions. Mais César a vaincu. Les soldats le regardent maintenant différemment. Dans leur regard, il n'y a plus le simple respect pour le général. Il y brille une terreur superstitieuse mêlée d'adoration. Ils croient que tant qu'ils sont près de lui, la mort ne les touchera pas. César et sa chance, ce n'est plus juste une belle phrase, c'est une religion. Et cette religion est plus dangereuse que n'importe quelle arme, parce qu'elle pousse les hommes à accomplir l'impossible sans poser de questions. Mais cette médaille a un revers. La victoire à Thapsus est devenue une drogue pour César. Il a cru en sa propre invulnérabilité. Ruspina lui a appris qu'on peut briser les règles. Thapsus a prouvé que le risque est la seule stratégie valable. Il commence à penser qu'il peut déjouer le destin lui-même. Il ne sait pas qu'en gagnant l'Afrique, il signe son arrêt de mort en Italie. Les nouvelles de l'écrasement des Républicains parviennent à Rome plus vite que le vent. Pour les partisans de la République, c'est un choc. Marcus Porcius Caton, apprenant la défaite, se suicide dans la ville d'Utique en s'arrachant les entrailles pour ne pas demander grâce au tyran. C'est la fin d'une époque. Le vieux monde, le monde des lois, des traditions et des débats sénatoriaux, meurt dans une mare de sang avec Caton. Et à Rome, des hommes qui se disent amis de César commencent à échanger des regards. Brutus, Cassius, des dizaines d'autres. Ils ne voient pas un héros. Ils voient un monstre. Ils voient un homme qui a traversé l'enfer et est revenu encore plus fort. Ils comprennent. On ne peut plus l'arrêter sur le champ de bataille. Il n'a pas de rivaux dignes de ce nom. Pompée est mort. Scipion est mort. Labienus a fui en Espagne, mais ce n'est que l'agonie. Si on ne peut pas vaincre César avec l'épée d'un soldat, il faudra l'arrêter avec le poignard d'un ami. Le paradoxe de la survie est que chaque victoire crée de nouveaux ennemis. Plus tu montes haut, moins il reste d'air autour. César se tient au sommet d'une montagne de cadavres, mais il est plus seul que jamais. Il pense que le pire est derrière lui. Il pense que maintenant que l'Afrique est à ses pieds, il pourra enfin construire ce monde dont il rêvait. Il se trompe. La guerre en Afrique était honnête. Là-bas, l'ennemi se tenait devant toi et tu savais qu'il voulait te tuer. À Rome, l'ennemi sourira, t'embrassera et t'appellera « père de la patrie » en cachant l'acier sous sa toge. Ruspina était un problème simple comparé au labyrinthe d'intrigues dans lequel il retourne. Là-bas, dans les sables, il luttait contre des numides et des éléphants. À Rome, il devra lutter contre l'envie, la peur et la trahison de ceux qu'il a pardonnés. César monte à cheval. Il est dans sa 46e année, mais il en paraît plus. Son visage est sillonné de rides,
Ses cheveux se sont raréfiés. La campagne a aspiré ses forces vitales, mais en échange, elle lui a donné la couronne du pouvoir absolu. Il regarde l'horizon, là où, au-delà de la mer, se trouve la ville éternelle. Il n'y ramène pas simplement une victoire, il y ramène la fin de la République. Les légions plient le camp, elles partent, laissant aux chacals le soin de finir les os de la grande armée de Djouba. L'histoire retiendra les manœuvres brillantes, les attaques audacieuses et les décisions géniales. Mais nous connaissons la vérité. Nous connaissons le prix de ce génie. Nous avons vu comment les hommes buvaient leur propre urine de soif. Nous avons vu comment ils couraient à l'attaque par désespoir, juste pour ne pas attendre la mort assis. Les manuels de tactique sont écrits par les survivants, mais les règles y sont inscrites avec le sang des morts. Et la règle principale que César a tirée des sables africains est la suivante. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, ni le plus intelligent. Celui qui gagne, c'est celui qui est prêt à aller jusqu'au bout, même si cette fin signifie la perte de tout ce qui t'est cher. Il a gagné la bataille, il a gagné la guerre, mais il a perdu sa vie. 2 ans plus tard, aux Ides de Mars, ces mêmes sénateurs qu'il a aujourd'hui effrayé à mort par son triomphe l'entoureront dans le théâtre de Pompée. Et quand 23 poignards se planteront dans son corps, peut-être qu'au dernier moment de sa conscience qui s'éteint, il ne se souviendra pas de la Gaule, ni de l'Égypte. Il se souviendra du champ poussiéreux près de Ruspina, ce moment où il se tenait seul contre 16 000 et a compris que la mort n'est qu'un ennemi de plus que l'on peut déjouer. Mais on ne peut pas tromper la mort éternellement. Elle finit toujours par réclamer son dû. Parfois, elle vient sous la forme d'un éléphant, parfois sous la forme d'un meilleur ami. César entre dans la légende, nous laissant seuls avec une conclusion simple et terrible. La grandeur n'est pas un don des dieux. C'est un crédit que tu prends au destin à des taux gigantesques. Et tôt ou tard, les huissiers viendront.